Salut Martin, bienvenue au GoCast. Salut Julien, merci de l'invitation. Content d'être là. Hey, ça fait plaisir, je trouve ça le fun parce que je vois dans des événements en général, puis autant les événements, c'est super cool, mais on n'a jamais le temps vraiment de parler, là. C'est qui Martin? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il aime pas? Là, on pourrait parler de bien des affaires. Mon parcours est un peu atypique dans le sens que moi, je viens d'univers initialement de la danse. Fait que j'enseignais le breakdance et je gagnais ma vie avec ça pendant au moins 7 ans. Je faisais des compétitions, j'enseignais, je faisais des spectacles, je faisais de l'animation de scène aussi. Puis, veux pas, à l'approche de la fin vingtaine, les articulations commencent à t'envoyer des messages qui te mentionnent. Écoute, tu as deux choix. C'est soit tu te pars une école puis tu regardes les autres continuer ce que tu leur as appris, ou soit tu fais d'autres choses de ta vie. Ce que je trouvais plus difficile avec le coaching, c'est l'approche, tu dois constamment la changer. C'est-à-dire que les générations changent, leur réalité change, et donc ton langage et ton approche doivent toujours changer. Puis j'avais plus le goût de changer. Donc, je suis retourné aux études, j'étais allé en événementiel. En fait, c'est une attestation d'études collégiales au Collège Mérisy. C'est une des places que je recommanderais, en fait, parce que c'est que des chargés de cours, des gens de l'industrie qui t'enseignent la réalité du métier. Puis, je suis rentré par la suite chez Gestev, qui est une entreprise événementielle qui a été rachetée par Québécois, au centre tout ce qui est spectacle du Centre Vidéotron. Tout ce que tout le monde veut aller à Québec, pas mal Ouais, eux c'est pas autres mal eux l'organisent. autres. Ils ont à peu près, mettons, 50% de tout ce qui est le divertissement Ouais. musical. J'ai travaillé avec eux pendant 6 ans. Puis j'ai été aussi en agence d'activation de marque pour eux. Puis par la suite, en fait, à la veille de mon deuxième enfant, je voulais comme un petit peu ralentir la cadence d'une certaine Ça fait façon. ça, hein, bizarrement, les enfants, à chaque fois qu'il y en a un, Ben, tu te rends compte que c'est plus de job. Ouais. En même temps, ça vient avec plein de joie aussi, Ben oui, les ben enfants. oui. Fait qu'à partir de mon deuxième, je voulais avoir un petit peu plus de prédictibilité parce que je travaillais en agence. L'autre saison, c'est l'été. Cool, je suis tout le temps dehors, mais je suis pas avec ma famille parce que je suis dans un événement à Montréal, à Toronto. Et je voulais comme ralentir un peu la cadence. Puis, il y avait un poste dans un organisme à but non lucratif qui s'appelait Québec numérique. C'est grâce à eux qu'on s'est connus. À l'époque, le nom du poste était chef de la semaine numérique. Chef, ça voulait dire quoi? À peu près toute autre tâche connexe pour que le projet ait lieu. La semaine numérique, à l'époque, avait eu sa première édition. Première édition étant 2 événements conjoints qui ont décidé de travailler ensemble. Puis mon mandat, en fait, c'était de construire l'événement. C'est quand je suis arrivé, il y avait un logo, 2 événements qui se parlaient pas. Puis c'était ça, la semaine numérique. Puis les 2 événements, c'était le Web à Québec, qui est un événement vraiment qui s'adresse aux créateurs du numérique, tout ce qui touche design, développement web, marketing. Puis il y avait un autre événement que là, il y avait un petit peu plus de monde qui venait de l'extérieur, qui s'appelait Pixel Challenge. C'était un défi de création de jeux vidéo en 48 heures. C'est à quelle époque, là? C'était en 2016. Mon ancien travail, j'étais vraiment dans les bâtiments du Mont-Saint-Anne. Ouais. Là, j'arrive, puis Québec numérique travaille au camp, qui est un incubateur accélérateur en Saint-Roch, tombe dans un autre univers. Tout le monde veut connecter. Tout le monde veut collaborer. Je dis pas que dans l'autre domaine, c'était pas ça. C'est juste, on avait nos missions, on faisait nos affaires. Là, on est dans un organisme neutre où est-ce qu'on veut travailler avec tout le monde. Fait qu'on se fait présenter des gens, on présente d'autres personnes. Si t'en vas dîner dans Saint-Roch, c'est impossible que tu croises pas quelqu'un qui travaille pas dans une boîte avec Ah, qui tu tu veux as des parler. synergies assurées. C'est hallucinant. Ouais. Moi, ça m'avait fasciné. Puis ce qui m'avait fasciné aussi, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais considéré comme le gars techno. Le gars qui arrivait de l'événementiel. Ouais, de Le techno. l'événementiel techno, mettons. Parce que j'étais capable, exemple, de synchroniser mon compte Outlook sur mon téléphone tout seul, sans avoir quelqu'un au TI qui le fait. C'est comme, un gars tech. Notre façon de chatter à l'époque, c'était par objet courriel pour être efficace. Puis là, je passe de ça à, j'arrive chez Québec numérique. Là, écoute, Trello, Asana, Slack. Moi, ma vie a complètement changé. Là. J'ai sauvé facilement 30% de mon temps en ayant des outils fonctionnels. Toutes les suites où est-ce que les documents sont collaboratifs, là, que ce soit avec Microsoft ou avec Google. On s'entend, c'est de la collaboration, c'est de la gestion de projet, beaucoup de l'événementiel. La collaboration, il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de changements. Dans le fond, l'événementiel, souvent les gens pensent que l'événementiel, c'est ça va être beau, puis on va avoir un beau setup, on va avoir de la bière, puis n'importe les conférenciers qui vont être sur place. Pourquoi la plupart des gens rentrent en marketing pensant que ça va être ça leur vie, là? Je pense que oui, je veux pas dire tout ça, mais un événement, c'est le nerf de la guerre, c'est pas 95% du travail, c'est ta pré-prod. Toute ta préparation avant, à quel point tu as vu le parcours client, l'expérience du participant, qu'à chaque étape, tu as vu les potentiels problèmes qui pourraient arriver, tu as déjà un plan de contingence A, B, C, D. Rendu à l'événement, en fait, c'est facile. Pour savoir quelqu'un qui est bon à l'événementiel puis qui est rodé, l'événement, il est calme, il est disponible. Si tu le vois toujours courir partout avec une petite sueur, clairement, il y a une déficience dans sa pré-prod. De fil en aiguille, en fait, j'ai travaillé chez Québec numérique, puis j'ai appris numérique, on m'a pris par la main. À chaque jour, je saignais du nez parce qu'on parlait de termes de CRM, CMS, MIT. Je vais la main, puis j'étais comme, ben, vous m'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, back-end, front-end, c'est quoi la différence? Ouais. J'ai trouvé ça fascinant. De fil en aiguille, en fait, l'organisme a grossi. Moi, quand je suis rentré, j'étais le deuxième employé salarié. On a passé jusqu'à 28, je dirais, pendant la pandémie. On a passé de organiser la semaine numérique où est-ce que c'était un logo, 2 événements. C'était 5 jours. Il y avait des thématiques en intelligence artificielle. Et avant que l'AI soit aussi cool, puis tout le monde en parle. Il y avait plein d'autres noms comme machine learning. En fait, c'était
Là, c'est rendu démocratisé. À l'époque, c'était juste voici ce qui s'en vient puis ce que ça pourrait donner. Les gens parlent des AI comme si c'était une personne. C'est de l'algorithme. C'est des algorithmes en arrière. Moi, je trouve ça fascinant à quel point ils ont réussi à rendre ça proche d'un humain. Au lieu de parler à quelqu'un, un vrai être humain, ils sont confortables d'être avec un téléphone puis se mettent à parler avec quelqu'un qui va toujours lui donner une réponse complaisante. Moins que tu demandes de pas être complaisant. C'est ça, l'adoption, tu sais, en technologie, c'est tout, là. Ouais. Repense à Steve Jobs quand il a rendu le téléphone quelque chose qui devenait un outil de tous les jours versus BlackBerry, d'autre bord, qui était un outil de travail. Steve Jobs a fait, on va rendre ça un outil de tout. Puis regarde aujourd'hui où sont ces deux compagnies-là. Là. Ça parle, en faisant ton parcours, on a parlé que la cyber était dans la semaine numérique. Il y a de ça quand même pas fort longtemps. Comment c'est arrivé? Qui a dit, il faut parler de cyber ou comment? La plus grande capacité de Québec numérique à l'époque, ça l'a toujours été jusqu'à la fin. Fait que notre travail, c'était de rassembler la communauté, faire grandir, la faire rayonner par le partage de connaissances. Le créneau, là, notre mission, c'était ça. Contrairement à, mettons, d'autres organismes à but non lucratif, tu n'as pas de membership à payer, tu pas des membres à satisfaire. Nous, en fait, on travaille avec tout le monde. Fait que quand on organise un événement, je vais donner un exemple avec InsurTech, quand on est allé voir Industriel Alliance, puis on a dit, ouais, mais Desjardins va être là. Ah, mais non, mais nous, ça marche pas. Ben, parfait. Nous, on se barre pas de personne. Nous, ce qu'on veut, c'est de rassembler d'une manière neutre, puis qu'on ait tous les joueurs à la table pour parler de thématiques, pour voir comment on peut apporter de la valeur dans ce rassemblement-là. Qui puisse collaborer dans un contexte où est-ce que c'est nous qui a créé le contexte favorable à ce qu'il y ait une vraie discussion, qu'on puisse en sortir de là avec pas des agendas cachés, une réelle valeur pour la communauté puis un positionnement pour la Ville de Québec. À base, c'était ça. Puis, pour s'inspirer de tout ça, bien entendu, chez Québec numérique, on allait voir d'autres événements ailleurs, puis on voyait c'était quoi les thématiques qui étaient couvertes que nous, on était zéro là-dedans. Puis de fil en aiguille, on a rencontré différentes personnes. Puis on a rencontré Nicolas Loïc Fortin, que sûrement que dans l'industrie, vous connaissez bien. J'attends qu'il vienne s'asseoir. J'ai participé à Polysécure, son podcast aussi. Ouais. Puis il va être au GoSec, notre événement qui est en septembre. Là. On lui a donné une plateforme pour podcaster. On est très éco-friendly, nous, volontairement. J'aime ça, mais moi, je trouve que c'est comme ça que tu développes et que tu construis. Tu sais. On est au Québec, on est tous à essayer de construire nos affaires. C'est pas vrai que le territoire est pas assez large pour qu'il y ait des synergies. Moi, je vois le Québec au complet comme un gros incubateur global. Il y a de la place à tout le monde pour être capable de produire et de bien vivre. La tarte est assez grande, je vais dire ça comme ça. Avec Nicolas Loïc, on a décidé de coproduire avec lui un événement qui s'appelait Le Secure. C'est un peu le même modèle. Chez Québec numérique, le modèle, c'était on n'est pas des spécialistes dans aucun secteur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un contenant et la semaine numérique, une structure, une façon de faire. Dans le fond, les autres partenaires, les collaborateurs qu'on appelait, apportaient le contenu. Donc, on s'assurait d'avoir du monde pertinent, qui connaissent leur industrie, qui ont déjà un réseau de contacts, qui vont être capables d'avoir assez de crédibilité pour amener les gens à l'événement. Le défi d'un événement, c'est toujours ça. C'est pas de le produire, c'est que le monde vienne. Regarde, on est allé chercher le ciseau de Lululemon. Ça fait que lui rend, entre autres, toute la programmation crédible. Ça l'était avant, là, mais ce que je sais que là, le monde fait comme wow. Un gros headliner. Ouais, t'as pas le choix. C'est soit un gros headliner, quand tu commences, souvent, t'as pas les moyens ou t'as pas maintenant le réseau de contacts. Ça te prend des gens qui te disent, écoute, moi, je suis impliqué dans la programmation. Je veux savoir ton avis. Là, tu crées des ambassadeurs pour ton événement. Quand ça a commencé, la semaine numérique, là, je me rappelle, chaque événement était un one-pager. C'était que ça. C'était pas super élaboré. Le site était comme, c'était un peu dégueu. T'avais au moins un élément pour te donner le contenu. Si tu regardes ça vite, tu te dis, OK, tu compares avec d'autres événements ailleurs dans le monde, tu dis, OK, les autres, c'est petit, c'est chenu. Sauf que la force du réseau de la Ville de Québec, le monde venait parce que l'autre venait. Puis là, une fois qu'il y a une masse critique de gens influents qui y vont, là, tu crées ce qu'on appelle le fameux FOMO. J'ai l'impression que si t'es pas là, tu manques de quoi, puis tu vas rayonner de ton absence, puis tu veux pas. Encore plus aujourd'hui que les réseaux sociaux, que le monde poste, j'étais là, toi, t'étais pas là. J'ai l'impression qu'avec LinkedIn, c'est voix mourir. Ah, écoute, moi, je suis un gros contributeur de la plateforme, mais on se rend compte que le monde pose des affaires 100% AI, des icônes parfaitement placées, aucune faute. C'est plate de se dire, tu as eu une bonne idée, mais tu l'as même pas écrit toi-même, puis tout ça. Tu sais, je dis pas qu'il faut pas le faire, là. Au contraire, là, c'est sûr, là, l'AI est nécessaire, l'adoption est nécessaire dans le sens où c'est un outil additionnel. De là à aller sur une plateforme d'opinion, puis même plus toi-même rédiger tes affaires. Non, tu rédiges rien du tout. Là. Je pourrais dire, voici un sujet, voici un article, moi, une opinion basée sur le ton de telle personne. Aussi les replies. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Il reprend exactement le texte qui a été écrit, mais différemment. Oui, il y a des replies aussi comme je suis avec vous ou c'est tout, mais encore. Là, c'est-tu un genre de bot qui fait des copier-coller dans toutes les posts de tout le monde pour aller chercher un reach dans l'algorithme? L'algorithme a changé dernièrement. Oui. Il garde les posts plus longtemps s'il y a vraiment une réelle discussion puis une réelle pertinence. Tu sais, de dire que tu étais là à un événement, mon point, c'est de braguer toujours ça. Il y a moins de pertinence. Fait que théoriquement, ça devrait moins vivre longtemps. Tu vois la différence entre une page entreprise puis une page de quelqu'un. Quand l'entreprise parle de ses membres, des gens, des employés, là, le monde regarde. Les gens, une curiosité, veulent savoir, tu penses quoi chez GoSecure? Ils font quoi là-bas? Là, je peux-tu les voir en train de dîner? Tu ne demandes pas ça.
là, mais je veux dire, c'est le Ouais. fun de faire comme, OK, on comprend leur culture, leur existence, puis tout, tu sais. Bref, je pense que LinkedIn, tu disais, l'algorithme a changé. Mais selon ce que j'ai vu dernièrement, ça a l'air d'avoir changé parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi je voyais des posts qui dataient de 3 semaines. Je pense qu'ils sont en test aussi, ils sont en évaluation. Mais moi, je suis content qu'ils veulent aller dans une direction. Ils veulent créer encore de l'échange et de la pertinence Ouais, entre les clairement. membres. C'est le seul, pour moi, réseau social. Il est encore social. J'adore notre conversation. Je veux juste Oui. nous ramener, parce que là, on n'est pas encore en temps réel, là. Martin, il fait quoi, là? Maintenant, il travaille chez Hypertech, une compagnie à Montréal qui est spécialisée dans tout ce qui est infrastructure de centres de données au performant. Vraiment Et shifté vers le numérique, la technologie. Breakdancing à... oh, écoute, de événement à direction générale de l'organisme, Mhm. puis de direction générale à responsable des partenariats stratégiques pour le développement de recherche et développement d'Hypertech. Hypertech, c'est ça, c'est 40 ans d'existence, 3000 clients B2B dans 80 pays. Je te dirais, en termes d'infrastructures de haute performance, de centres de données au Canada, c'est pas mal les tops. Ils sont connus un peu partout dans le monde. Ils ont des bons partenariats avec NVIDIA, entre autres. C'est facile de name dropper. Ben oui. NVIDIA, en ce moment, ils ont la cote. En fait, mon travail, c'est un consortium Hypertech. Il y a différentes unités d'affaires, mais pour garder ça simple, penser centre de données, performance, client. Il y a des besoins en deep tech, des besoins en clean tech, en réutilisation avec les nouveaux projets sur lesquels ils font. Puis, moi, je suis dans le département de recherche et développement. Tout petit département de 7 personnes. Puis, mon travail, en fait, c'est de prendre les potentiels partenaires ou les potentiels besoins pour les unités d'affaires ou en termes de partenariat, de développer des partenariats avec eux. Je suis pas au développement d'affaires, c'est-à-dire que je suis pas en train de chercher de la business. C'est qu'il y a différentes opportunités qui se présentent à gauche et à droite. On utilise notre réseau pour aller chercher les partenaires adéquats. Puis là, moi, je rentre en Mais tu es compte. encore dans un rôle naturel, j'ai l'impression, là. En fait, j'ai l'impression que je me vante, mais je pense que je suis un bon intégrateur. Souvent, les gens ont une vision. Comme en événement, tu as la vision de ton événement final. Mais comme, comment je fais pour me rendre jusqu'à l'événement? C'est quoi les étapes? Quel temps et quel moment? C'est là où est-ce que j'ai beaucoup, je pense, de valeur très facilitant. Je vois facilement les étapes pour me rendre à un endroit. C'est ce que je fais en ce moment chez Hypertech avec des projets assez capotés. Je peux pas beaucoup en parler parce que bon, c'est toujours sous signation d'NDA et toute la patente. C'est ça. Fait que je travaille avec Puis le différents mot partenaires. cybersécurité, tombe-tu sur le dessus de la pile un peu quand même? Avec, là, on parle d'infrastructure, de data center. Je te dirais que dans nos besoins actuels, vu qu'on est vraiment dans le hardware pur, puis en recherche-développement, on est plus dans tout ce qui touche l'utilisation d'énergie puis la réutilisation d'énergie, capture d'énergie. C'est vraiment comme dans de la guerre sur le quoi les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est ces 3 éléments-là, plus que la cyber. Je suis convaincu que la cyber, ça touche un autre département qui est peut-être moins en recherche et développement, mais plus en appliquer les bonnes pratiques. Là, dans de la guerre dans les data centers, c'est power en arrière. Là. C'est hallucinant. Tu sais, exemple, j'ai appris que si on prend toutes les données de Desjardins, là, je sais pas, on va faire un lien de cyber en même temps. Si on prend toutes les données de Desjardins, des usagers et autres, qu'on les rentre dans un centre de données, ça représente à peu près 1 mégawatt en termes d'énergie pour un centre de données. Autour de ça. Quand on parle des high, 5 mégawatts, mettons, t'es un petit joueur, faut que tu sois avec un serveur restreint juste pour toi. Mais c'est pour ça qu'on voit les Amazon de ce monde racheter des centrales nucléaires, qui accrochent les data centers direct sur les centrales nucléaires. C'est fou la consommation que ça a. Puis quand un haut volume de consommation électrique rattaché au centre de données que moi, je ne connaissais pas. Il y a des besoins, en fait, même des standardisations, notamment en Europe, où est-ce que tout ce qui est la chaleur critique qui est utilisée doit être soit réutilisé ou diminué d'un certain ratio. Sinon, tu peux même pas construire tes centres de données. Je serais à même de penser au Québec avec Hydro, tout ça, ça devrait être super facile d'avoir du wattage, mais ça a l'air que c'est bien compliqué. Il y a Qscale qui est, d'une certaine façon, c'est un compétiteur d'Hypertech, si tu veux. Puis tu vois, la prochaine phase de Qscale, elle se passera pas au Québec. Non, il a dit, il s'en va où donc? En Ontario. Parce que c'est plus facile pour les données. En fait, depuis un peu moins de 2 ans, il y a une nouvelle réglementation en termes de données en électrique. Lorsque tu veux avoir un terrain, le maximum que tu peux avoir, sans de faire une demande de dérogation, c'est 5 mégawatts. C'est vraiment pas beaucoup pour un centre de données. C'est tout petit. Ça fait en sorte, puis une demande de déro, ça peut être 16 mois, ça peut être 24 mois. Quand tu bases ton plan d'affaires basé sur une certaine croissance, basé sur un type de client qui va être en location dans ton centre de données, tu n'as aucune garantie que tu peux scaler puis tu es à la merci du gouvernement. J'ai une dernière question. Si tu pouvais revenir dans le temps, je sais pas, à l'époque du breakdance ou de Gestev, puis te parler à toi-même, puis te donner certains conseils pour faire ta vie, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Une bonne question. Je te dirais de me faire confiance plus vite en mes capacités. En fait, comprendre plus vite la loi de Pareto. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où est-ce que quand tu commences dans un domaine, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, tu atteins le fameux 20 qui te donne 80 de résultat. Et après, là, le coût en énergie versus le 1 de plus, il est énorme. C'est là que tu aurais dû shifter vers d'autres choses. Fait que tu aurais pu accomplir plus ou tu aurais pu vivre mieux avec moins en étant plus dans cet état d'esprit-là. J'aurais aimé ça découvrir ça. J'étais un gars intense. À un moment, j'arrête puis je passe au prochain. Tu sais, le fameux good enough to move on, il est où? Puis d'être capable de rapidement le
le cibler puis le calibrer, je pense que ça aide beaucoup dans ta vie, surtout quand tu es capable de l'appliquer puis tu l'assumes. Martin, c'était un grand plaisir. Avant de se laisser, je t'offre, puis j'en profite pour faire une pub à nos commanditaires. Je t'offre un peu de nos produits, donc la bière Go Secure qui est briquée chez Aubier entre Québec puis Montréal. Une belle microbrasserie. Un peu de sirop d'érable, parce qu'on a toujours besoin au Québec, qui est faite par La Bûche. Amis de Firebarn, on est des grands fans de tout ce qu'ils font, les épices. J'arrête pas de le dire, il faut qu'ils viennent s'asseoir dans le divan, un de ces quatre. L'invitation est lancée. Puis les épices Go Secure qui sont faites par la bête en bas ici. Ton Oh, barbecue game est wow! augmenté par défaut. Essaie de donner des affaires qui servent plus qu'un crayon puis un document, tu sais, Écoute, dans c'est l'événementiel. c'est génial. Puis en plus, ils sont super bien brandés, fait que je vous oublierai jamais à chaque fois que je vais manger. Merci encore d'être venu, Martin. Merci à toi. À bientôt.